Depuis le début de ma carrière, j'ai rencontré énormément de millionnaires dans plein de pays différents et j'ai pu remarquer que certains d'entre eux ont perdu une grosse partie de leur patrimoine dans un laps de temps très court. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des pièges auxquels on n'est pas souvent confronté et dans lesquels parfois je suis moi-même tombé. Le premier piège dans lequel il faut absolument éviter de tomber, ce sont les femmes vénales. Elles peuvent avoir parfois des attentes en termes de rémunération ou soutien financier sans aucune contrepartie, avoir des attentes en termes de cadeaux qui ont un prix qui est disproportionné par rapport à la durée de la relation ou par rapport à votre situation financière, ou encore un dénominateur commun qui est le fait que ces femmes ne disent jamais ou très rarement merci. Alors personnellement, ça fait plus de 10 ans que je suis expatrié et j'ai eu des petites amies de un peu partout dans le monde, que ce soit en Argentine, que ce soit en Espagne, que ce soit à Malte, que ce soit dans les pays d'Europe de l'Est. J'ai passé beaucoup de temps en Hongrie. J'ai passé aussi énormément de temps en Thaïlande, donc en Asie du Sud-Est, et je peux vous donner mon constat qui n'est pas le constat universel, mais qui est mon propre constat, qui est que plus une personne va passer de temps sur les réseaux sociaux, plus son cerveau va être broyé. Autrement dit, toutes les nouvelles générations de filles qui passent un peu trop de temps sur Instagram ou sur TikTok, eh bien, elles vont baigner finalement dans un espèce d'algorithme qui va leur faire croire qu'il est tout à fait normal qu'un homme offre un jet privé à sa petite amie. Je vais tout de même vous raconter une petite anecdote. L'année dernière, j'étais en couple avec une Thaïlandaise pendant un peu plus d'1 an et ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle avait donc un petit business où elle avait des clients, etc. Nous sommes partis en Europe ensemble et on y a passé un petit peu trop de temps. Du coup, elle a perdu certains de ses clients lorsqu'elle était en Thaïlande. Lorsque nous sommes revenus ici en Thaïlande, eh bien, ses clients avaient choisi d'autres prestataires pour ce type de service. Et au final, eh bien, je me suis un petit peu mis dans une situation où je me sentais redevable. Donc, j'ai commencé à donner de l'argent tous les mois pour un petit peu me faire excuser du fait que je lui avais fait perdre ses clients parce que c'était moi qui poussais avec le fait de j'ai envie de rester plus longtemps en vacances et quand je vais en Europe parce que personnellement j'habite en Asie, eh bien j'ai pas envie juste d'y passer 2 semaines, j'ai envie d'y rester 1 mois et demi. Et donc je me sentais un petit peu redevable et donc j'ai commencé à donner de l'argent pour soutenir financièrement ma petite amie. Et donc, elle était extrêmement reconnaissante, elle a fait énormément de choses en contrepartie et je trouvais ça extrêmement, sur le plan accomplissement que de soutenir ma petite amie. Ce qu'il faut aussi remettre dans son contexte, c'est que ma situation est vraiment spécifique parce que je gagne très bien ma vie depuis assez longtemps et effectivement quand vous êtes en couple et lorsqu'il y a une énorme différence en termes de rémunération, effectivement pour moi c'est pas une douleur, c'est plutôt un plaisir que de participer à ça, mais la contrepartie c'est je ne veux pas que mon partenaire arrête toutes ses activités du jour au lendemain. C'est simplement une espèce d'équilibre que je suis venu rechercher. Tout ça pour vous dire que il y a une différence entre une femme vénale qui va avoir des attentes et il y a une différence entre une femme que vous allez soutenir parce qu'elle le mérite. Deuxième piège à éviter quand vous êtes millionnaire, ce sont les faux amis. Les faux amis sont souvent des personnes qui vont vous demander de l'argent à prêter. Ça va être des personnes qui vont généralement oublier de vous le rembourser. Ça va être également des personnes qui ne vont pas partager l'addition avec vous. Et en plus de ça, ça va être des personnes qui vont tout le temps cogiter et orbiter autour de vous pour avoir uniquement des opportunités en termes de business. Et là maintenant, je vais vous raconter 2 anecdotes. Première anecdote, c'est un de mes partenaires de business qui m'a demandé de l'argent parce qu'il était dans une situation financière dans laquelle il s'était mis tout seul et il avait mal géré son argent alors qu'on gagnait déjà bien notre vie avec nos business et cette personne m'a demandé de l'argent. Je lui ai demandé pourquoi, elle m'a répondu qu'elle ne voulait pas me dire pourquoi. Je lui ai dit, eh bien non, parce que moi j'accepte de prêter de l'argent si la personne, par exemple, je la connais depuis longtemps, on est partenaire de business, si la personne veut essayer de se refaire avec un autre business plan et que je pense que ça tient la route, eh bien pourquoi pas? Je peux envisager la possibilité de prêter de l'argent à mon ami, mais je mets des limites, que ce soit sur le montant mais aussi sur la durée. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand j'ai dit non à cette personne, eh bien, les relations se sont un petit peu détériorées. Et ce que j'ai aussi pu remarquer, c'est que 2 semaines plus tard, sur Instagram, cette personne était partie dans un casino en train de jouer de l'argent. Tout ça pour vous dire que ce type de faux amis, ça se sent. Et s'ils ne veulent pas vous donner de la transparence, eh bien, tout simplement, c'est non en termes de prêt d'argent. Deuxième anecdote. Il y a de ça quelques années, je me suis rendu à Bali et j'étais avec un ami à ce moment-là. Et j'ai reçu la demande d'un autre ami qui est aussi un investisseur qui m'a dit « Théo, j'aimerais faire construire des villas à Bali ». Et il me demandait un petit peu de m'en occuper. Sauf que effectivement, je suis quelqu'un qui est assez occupé sur d'autres projets, que ce soit sur le business en ligne, les restaurants, mes investissements immobiliers, mes investissements en bourse me demandent peu de temps, mais globalement, je ne peux pas aider tous mes amis à gérer leurs différents projets.
Et donc, j'étais avec cet autre ami à Bali et je lui ai dit, si tu veux, tu peux t'occuper de ce projet de développement pour cet autre ami. Et il a décidé d'investir une somme d'argent qui est assez importante, plusieurs millions d'euros. Et la commission que j'allais gagner eh bien, était de l'équivalent de 400 000 euros si je m'occupais de ce projet. Je n'avais pas le temps et c'est pas non plus mon domaine de compétence, de prédilection. Donc j'ai confié ce projet à cet autre ami et je lui ai dit, comme je te ramène ce business, eh bien effectivement, tu me dois une commission. On s'était mis d'accord, et effectivement, j'allais lui renvoyer d'autres clients, etc. Et on s'était entendu sur une commission de 120 000 euros. Lorsque le projet a commencé, eh bien effectivement, moi j'étais occupé sur un autre business qui me rapportait à peu près 4 fois plus, et je n'ai pas pris le temps d'effectuer un contrat. La suite, vous la devinez, je n'ai jamais touché cette commission et cet ami que je pensais être un ami pendant 7 ans, à la moindre opportunité de me fumer, eh bien tout simplement ne m'a pas payé cette commission et a préféré gagner 120 000 euros plutôt que mon amitié. Et donc tout ça pour vous dire que les pièges que je vous énonce dans cette vidéo, c'est parfois des pièges dans lesquels je suis moi-même tombé. Troisième piège, les erreurs d'investissement, que ce soit les arnaques, les frais qui vont dévorer votre performance ou encore le fait de garder trop de liquidité qui va subir l'inflation et qui du coup va dévorer votre pouvoir d'achat et votre force en termes d'investissement. Laissez-moi vous dire que j'ai pu voir énormément de personnes tomber dans ce type de piège. Des anecdotes, je pourrais vous en écrire un livre complet rien que sur ce piège. Et je vais commencer par une anecdote que j'ai vécue quand j'étais à Dubaï. Souvenez-vous, il y a de ça quelques années, c'était la hype des NFT. J'étais à Dubaï à ce moment-là et je recevais énormément de sollicitations de petits filous qui me disaient « Si tu veux Théo, viens, on fait un truc sur ta communauté, on va gagner énormément d'argent. » En gros, ils essayaient de me convaincre de scammer notre communauté. Et effectivement, vous avez pu remarquer que j'ai jamais lancé de projet NFT parce que jamais de la vie, ça m'intéresserait de prendre quelques montants que ce soit pour arnaquer des gens parce que c'est pas l'argent qui me motive, c'est le fait d'aider les gens. Et donc, durant cette période, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a demandé un service de consultant sur le fait de lancer un projet NFT qui était 100% clean. Le truc, c'est qu'ils m'ont demandé de lever de l'argent et en effet, j'ai levé un peu plus d'1 million d'euros pour un projet NFT. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que lors de la réalisation de ce projet, l'un des fondateurs, tout simplement, nous envoyait des factures, que ce soit en termes de design, en termes de développement web. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que, en fait, il était associé à chacune des sociétés et qu'il gagnait de l'argent, que ce soit auprès du lancement du projet, mais aussi auprès de chacun des prestataires, du coup qu'il ne nous avait pas révélé, étant une petite partie propriétaire de chacune de ces sociétés. Autrement dit, il me demandait de lever de l'argent auprès des investisseurs et d'un autre côté, il venait le siphonner avec ces sociétés. Lorsque j'ai commencé à découvrir ça, j'ai rappelé les investisseurs, je leur ai dit écoutez, j'ai découvert ça, il faut que vous récupériez votre argent et il est encore temps de le récupérer dans son intégralité. Et donc, tout simplement, j'ai fait sortir ces investisseurs, je les ai permis de récupérer leur argent et l'un d'entre eux ne m'a pas écouté parce qu'il était trop greedy. Il avait trop envie de gagner de l'argent rapidement. La suite, encore une fois, vous la devinez, tout le monde qui est resté dans ce type de projet d'investissement a perdu de l'argent pour la simple et bonne raison qu'à un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait de mauvaises intentions. Et concernant l'inflation, puisque beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs aiment garder des liquidités et elles ont peur d'investir, je vais vous donner un exemple en chiffres très concret. Si vous aviez 1 000 euros en 2014, aujourd'hui, en 2024, il vous faudrait 1 331,87 euros pour reproduire le même pouvoir d'achat. Et donc, quand je vois beaucoup de personnes, notamment des entrepreneurs qui commencent à gagner de l'argent ou des investisseurs qui ne veulent pas investir une plus grande partie de leur liquidité, effectivement, ils subissent l'inflation et donc finalement, ils ont une performance globale sur l'intégralité de leur patrimoine qui est largement moindre puisque un investissement qui n'est pas réalisé, ce n'est pas de l'argent qui n'est pas gagné, c'est surtout de l'argent en termes de pouvoir d'achat qui est perdu au quotidien. Quatrième piège, les achats onéreux, impulsifs. Si vous commencez à acheter des voitures de sport, si vous commencez à être un accro aux montres de luxe simplement pour prouver à vos autres partenaires ou à vos clients que vous êtes un big boss, ou encore vous pétez une résidence principale ou secondaire qui est au-dessus de vos moyens. Effectivement, là, ça rentre pas du tout dans la case de ce que doit faire un millionnaire pour continuer de s'enrichir. Alors je sais qu'il y a les savants de l'internet qui vont me dire « Ah oui, mais on peut gagner de l'argent avec les voitures de sport. Ah oui, mais on peut gagner de l'argent avec les montres de luxe. Ah oui, mais on peut gagner de l'argent en revendant sa propriété plus chère que ce qu'on l'a acheté. » Et je ne dis pas le contraire. Ce que je vous dis simplement, c'est qu'il faut savoir différencier ce qui est un achat impulsif qui est onéreux, qui peut justement vous créer des coûts d'opportunité, plutôt que de vous dire
je peux me permettre quelque chose qui en effet coûte cher parce que vous êtes millionnaire, mais que cela ne va pas impacter votre enrichissement et votre style de vie ou votre qualité de sommeil. Et je parle en connaissance de cause puisque, nouvelle anecdote, j'ai moi-même en effet été accro aux voitures de sport, j'ai été aussi accro aux montres de luxe et j'ai été accro au fait de show-off des propriétés de furieux. Et donc, autant vous dire que j'en reviens de tout ça et que j'ai vendu des voitures de sport, que j'ai vendu mes montres, que j'ai vendu aussi des propriétés qui étaient prestigieuses. Tout ça pour vous dire qu'il est important de savoir se faire plaisir, mais aussi de se faire plaisir dans une certaine mesure. Aujourd'hui, je dirais que l'intégralité de mes jouets, quand je dis mes jouets, c'est mes voitures, mes montres, etc., ne représente que moins de 5% de mon patrimoine global. Tout ça pour vous dire que oui, vous pouvez vous faire plaisir, mais ne rentrez pas dans une compétition de chauffe parce que il n'y a strictement aucune limite à ça. 5e piège, être mal bancarisé. Laissez-moi vous dire que lorsque vous êtes entrepreneur et investisseur et lorsque vous commencez à être millionnaire, multimillionnaire, vous allez rencontrer un challenge qui est le fait de jouir pleinement de vos liquidités. Alors en France, même si vous n'êtes pas millionnaire, vous connaissez déjà ce problème puisque si vous essayez d'effectuer un retrait d'un certain montant, vous êtes très vite limité et on vous demande des justificatifs sur votre propre argent. Mais lorsque vous êtes millionnaire et que vous êtes bien bancarisé ou que vous pensez l'être, eh bien vous risquez tout de même d'avoir différents problèmes. Que ce soit le fait d'être dans une banque qui est certes flexible, qui vous pose pas trop de questions, mais qui est aussi très fragile, qui peut potentiellement fermer. Je vous donne l'exemple de Malte où lorsque j'y ai vécu il y a de ça 8 ans, eh bien effectivement, j'ai vu en réel ce que c'était que de voir des banques qui faisaient faillite et j'ai vu ces centaines de personnes qui étaient devant des banques et essayer de récupérer leur argent et j'ai entendu tous ces amis que j'avais entrepreneurs et investisseurs qui avaient leur liquidité gelée et qui n'ont à l'heure d'aujourd'hui jamais récupéré leur argent malgré les garanties qui étaient mises en place. J'ai pu également rencontrer encore maintenant énormément d'entrepreneurs et investisseurs qui ont de l'argent bloqué parce qu'elles utilisent des banques, notamment des néobanques. Je pense notamment à Wise, à Revolut, je pense également à N26. Tout ça pour vous dire que ces banques ne sont pas des banques traditionnelles, ne sont pas des banques qui sont extrêmement solides, ce sont des banques un petit peu d'appoint. Personnellement, mes 2 banques préférées sont DBS à Singapour et Schwab's aux États-Unis. Je vais utiliser de manière occasionnelle Wise, mais également Revolut. Mais pour la plupart de mes dépenses, en effet, locales, je vais utiliser une banque locale dans laquelle je suis également en banque privée. Et ce setup, eh bien, je vous invite à le tester puisque, effectivement, ça vous permet d'avoir une multitude de comptes bancaires et de jouir pleinement de vos finances. Mais alors, comment éviter de tomber dans tous ces pièges? Eh bien, si vous étiez pleinement investi dans des classes d'actifs qui sont décorrélées, eh bien, effectivement, vous allez éviter de tomber dans la plupart de ces pièges. Laissez-moi vous donner un exemple concret d'allocation d'actifs duquel vous allez pouvoir vous imprégner. Pas forcément recopier à la lettre, mais prendre les essences mêmes de ce qui peut être une bonne allocation d'actifs. Admettons que vous aviez 30% dans des investissements en bourse, que ce soit dans des ETF actions ou dans des obligations si vous n'aimez pas trop la volatilité. Vous pouvez aussi avoir 30% de votre patrimoine investi dans de l'immobilier, que ce soit physique ou dans de l'immobilier papier au travers par exemple de SCPI, de REIT ou tout simplement acheter par exemple des titres de propriété d'actions qui vont investir dans des parcs immobiliers. Vous pouvez aussi avoir 30% de votre allocation dans du private equity. Moi personnellement, j'investis principalement dans des sites internet et dans des restaurants. D'ailleurs, si vous voulez me rejoindre sur des opérations d'investissement en private equity sur des sites internet rentables, je vous mets dans la description de la vidéo le lien du site onlineasset.com duquel je suis le cofondateur et sur lesquels nous effectuons des opérations d'achat, gestion, amélioration et revente. Et puis effectivement, lors de l'exploitation des sites internet, eh bien, nous redistribuons les dividendes aux investisseurs tous les mois par virement bancaire. Et si cela vous rassure de garder 10% de votre patrimoine global sous forme liquide, donc en cash, eh bien en effet, gardez 10% liquide. Cependant, ne le laissez pas sur un compte bancaire traditionnel qui ne va pas vous rémunérer, mettez-le plutôt sur un high yield saving account. Et donc encore une fois, c'est à vous de vous renseigner. Il existe plein de banques dans le monde qui vous permettent de déposer de l'argent, de le laisser disponible et de toucher un rendement qui généralement va avoisiner les 3 à 4% par an. Comme ça, vous vous protégez de l'inflation. Le lien d'Online Asset est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.